Je m'appelle Samuel Descoteaux-Fréchette, je suis urbaniste à l'Arpan. L'Arpan, c'est une firme d'urbanisme à but non lucratif. L'idée, c'était de pouvoir transformer les banlieues, donc de pouvoir aborder le territoire suburbain de faible densité, de pouvoir explorer comment on était en mesure de diversifier les formes d'habitat qu'on y retrouve, de diversifier les types de milieux naturels qu'on y retrouve, puis aussi de regarder les formes d'habitat qui peuvent être plus denses. Les premières banlieues telles qu'on les connaît aujourd'hui, donc c'est plutôt au 19e siècle qu'on les voit apparaître. C'est des banlieues qu'on appelle ferroviaires ou des banlieues un peu plus bourgeoises. Donc c'est souvent à l'époque des personnes qui ont plus d'argent, qui travaillent peut-être dans des professions plus libérales ou des propriétaires d'entreprises qui vont vouloir quitter la ville. Puis c'est à une époque où justement on peut le faire grâce au train, très loin de ce qui va s'annoncer dans l'après-guerre, où là, vraiment, la classe moyenne va pouvoir avoir accès à ces territoires-là avec la démocratisation de la voiture. C'est toujours un peu l'après-crise du crash boursier de 1929. C'est aussi une période de guerre, donc il n'y a pas de réinvestissement dans les quartiers centraux, ce qui fait en sorte que l'image qu'on a des quartiers centraux aujourd'hui, donc de quartiers très dynamiques, attrayants, où les valeurs foncières sont très élevées, c'était pas du tout le cas à l'époque. C'était plutôt des images de surpopulation, peut-être de manque d'hygiène, de grands problèmes de rénovation absents dans plusieurs duplex, triplex. Et donc, on tente de quitter ces quartiers-là. Et ça tombe bien, c'est une époque où, les 30 Glorieuses, le gouvernement est très actif pour transformer l'économie de guerre vers une économie de consommation. Et ce qui fait en sorte qu'on va développer des grands systèmes autoroutiers, des grandes routes, on va asphalter plusieurs villes au Québec. Et on va aussi avoir des programmes très généreux pour la construction de logements. Mais ce n'est pas la construction de logements tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire des duplex ou des triplex. On se tourne vers un nouveau type d'habitat qui est beaucoup plus énergivore, qui prend beaucoup plus d'espace aussi, donc le bungalow. Ça a été synonyme d'une destruction très importante des milieux agricoles et des milieux naturels. Si on regarde une carte de Montréal en 1950, puis on regarde juste un peu plus loin, 20 ans après, en 1970, on a l'impression que le territoire, l'empreinte urbaine a peut-être doublé, voire peut-être triplé, mais la population, elle, n'a pas doublé ou triplé. Donc, on utilise le territoire de manière beaucoup plus extensive, donc la densité, elle est très faible, et inversement, la pression écologique, elle devient très élevée. Il y a un changement complet de la manière d'habiter le territoire. C'est intéressant parce que dès les premières banlieues, le souhait ultime, c'est d'être proche de la nature. Puis on a plusieurs photos de l'époque en noir et blanc où on voit des centaines de personnes qui vont se baigner dans la rivière, ce qui est assez étonnant aujourd'hui puisqu'on voit personne aller se baigner là. Peut-être un jour ça va changer. Mais le rapport à la nature, je pense pas qu'il ait vraiment changé entre cette époque-là et l'après-guerre où, dans les faits, les ménages veulent fuir les quartiers qu'ils perçoivent comme étant surpeuplés ou sales, où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures vertes, et pouvoir aller dans des endroits qui sont plus champêtres, où on va retrouver de l'eau, des forêts. Et effectivement, c'est un peu ironique, étant donné que ce qu'on recherche, en fait, c'est ce qu'on va détruire par notre présence même. Donc, c'est le classique de quelqu'un qui va en banlieue qui dit « à côté de chez nous, il y a un champ, c'est magnifique », puis ce champ-là va être occupé éventuellement par d'autres projets domiciliaires, et c'est un peu un cercle vicieux. Le nerf de la guerre dans les banlieues d'aujourd'hui, c'est la dépendance à l'automobile. Pour deux raisons. L'automobile émet des gaz à effet de serre, mais il y a aussi le fait que l'automobile nécessite des infrastructures très extensives. Donc, on retrouve routes, boulevards, autoroutes, stationnements. Donc, tout l'espace qu'on dédie à l'automobile, c'est énorme. Et c'est ça qui crée des grands enjeux d'îlots de chaleur, de minéralisation du sol. On aurait beau vendre un quartier lit de platine, mais s'il est dépendant de la voiture, si ça nécessite des grands aménagements routiers, si les gens ne peuvent pas marcher de manière sécuritaire ou pouvoir aller faire leurs emplettes à pied, malheureusement, ce quartier-là reste quand même avec une pression écologique très élevée. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que c'est plus possible, dans 95% des cas, de développer les territoires agricoles ou naturels? Mais c'est-à-dire, actuellement, avec tout le territoire qu'on a d'urbanisé au Québec, on peut tout à fait reconstruire la ville sur elle-même. Et on peut tout à fait imaginer que des endroits où les densités sont très faibles pourraient accueillir
plus de logements, plus de monde, sans nécessairement complètement déstabiliser l'image que les gens se font de leur quartier. On parle parfois de densification douce, donc de peut-être construire dans l'arrière-cour d'un terrain qui est déjà construit un deuxième ou peut-être troisième logement. Ça paraît pas beaucoup, mais ça peut presque doubler la densité d'un secteur. Donc, de permettre peut-être éventuellement de mettre en place des lignes d'autobus dans des secteurs où justement la densité est assez élevée pour rendre ces transports-là rentables. Les banlieues d'aujourd'hui qu'on a peuvent être transformées radicalement pour le mieux, avec des espaces où on va pouvoir reconnecter avec la nature, reconnecter avec nos voisinages aussi, et que tout ça se fasse de manière progressive. Ça va nécessiter des transformations qui sont gigantesques, surtout dans la mentalité des citoyens, parce qu'au final, c'est souvent les citoyens qui peuvent amener ces idées-là, être le moteur de ce changement-là. Je m'appelle Anaïs Boutin, je suis directrice protection et conservation à Éconature, l'organisme qui gère le parc de la rivière des Mille-Îles. Je suis biologiste de formation et je me spécialise dans le rétablissement des espèces en péril et la protection des milieux naturels. Les milieux humides sont de différents types et rendent des services écologiques qui sont indispensables aux populations humaines et qui sont encore plus importants dans les zones urbanisées, par exemple les banlieues. Les marécages agissent comme des grosses éponges qui vont absorber les surplus d'eau et ainsi prévenir les inondations à d'autres endroits. Les marais, qui sont des endroits où est-ce que la végétation est plus basse, vont agir comme des usines de filtration des eaux usées pour purifier les eaux. Donc, c'est hyper important d'avoir ces milieux-là à portée de main. Et en plus, tous les milieux humides, si on parle aussi des zones inondables, contribuent à offrir des habitats à une biodiversité qui est exceptionnelle et aussi à offrir des milieux de vie sains aux citoyens. L'eau doit aller à quelque part et idéalement, elle s'infiltre dans le sol. Dans les zones urbanisées, où là, les surfaces sont soit bétonnées, ramassent avec des eaux qui ruissellent sur des surfaces non perméables, et là, ça crée un engorgement d'eau dans les villes. Et nous, comme urbains, on doit gérer cette eau-là, la faire disparaître des zones urbanisées. À ce moment-là, l'eau de pluie est mélangée avec des égouts sanitaires. Et là, s'il y a trop d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre des vannes d'urgence. Ces vannes d'urgence-là, malheureusement, vont libérer l'eau usée, non traitée, donc avec des contaminants, des polluants, dans nos cours d'eau, donc dans la rivière des Mille-Îles. C'est un gros enjeu aussi d'avoir fait comme disparaître ces milieux-là. Puis là, on est au pris avec les problématiques de l'absence de ces milieux-là. Puis, tu sais, j'ai eu plein de cas où la ville me dit on avait un milieu humide, on l'a remblayé, puis on a des problèmes d'inondation, on ne sait pas quoi faire. Le gouvernement a donné comme devoir de produire un plan régional des milieux humides et hydriques afin d'identifier les milieux humides et les milieux hydriques à protéger pour qu'on cesse de justement détruire et altérer ces milieux-là. Et ça, c'est un enjeu aussi de la délimitation des milieux humides parce que l'interprétation de ça peut causer des enjeux au niveau de la planification du développement du territoire. Il y a des milieux humides, par exemple les marécages, qui vont être inondés au printemps et exondés à l'été. Donc, à l'été, on se promène dans une forêt. Donc, on pourrait penser qu'on n'est pas dans un milieu humide. Pourtant, ces milieux sont vraiment indispensables pour absorber les surplus d'eau. Et c'est ces milieux-là qui ont disparu le long de la rivière des Mille-Îles lors de la colonisation. On a bûché les forêts d'érables argentés pour en faire du bois de chauffage, entre autres. Mais ces forêts-là n'étaient pas nécessairement des forêts, ce sont des marécages, donc des milieux humides très, très, très importants. Juste à titre indicatif, un érable argenté mature va siphonner 500 litres d'eau par jour. Donc, quand on parle de gestion de l'eau ou d'absorption des surplus d'eau, l'érable argenté fait ça de façon extraordinaire et l'eau des marécages va être absorbée, retenue et après relarguée à la rivière quand le niveau baisse. Donc, c'est un système de gestion des eaux qui est vraiment autonome et complet. Donc, c'est vraiment de prévoir, de garder ces milieux-là quand on développe pour être capable de ne pas perdre la fonction qu'ils assurent. Là. La rivière des Mille-Îles était un haut lieu de villégiature pour les Montréalais qui venaient passer leurs vacances d'été sur le bord de la rivière, un peu comme maintenant on fait dans les Laurentides. Et puis, progressivement, les chalets d'été ont été transformés en résidences. Malheureusement, les résidences n'étaient pas raccordées au service d'égout. Et donc, la rivière des Mille-Îles est devenue un peu un égout à ciel ouvert et la qualité du milieu s'est grandement détériorée. Donc ça a amené divers enjeux sur les espèces
et qui occupent le territoire. Et aujourd'hui encore, la forte présence humaine a une incidence sur les espèces, même si on a amélioré justement la gestion des égouts et on a mis en place des usines d'épuration. Donc, la rivière des Mille est située dans la zone la plus densément peuplée du Québec et ça donne que c'est aussi l'endroit où on trouve la plus grande biodiversité. Donc, évidemment, il y a des enjeux par rapport à la préservation de la biodiversité et la présence humaine. Donc, quand on parle d'espèces en danger, espèces en péril, on a souvent des images qui nous viennent d'ailleurs, là, le grand panda, l'ours polaire, mais on ignore puis on sous-estime que chez nous, dans notre propre cours ici, on a plein d'espèces qui sont à statut, qui sont en danger de disparaître et qui sont irremplaçables. On a le chevalier cuivré, qui est un poisson qui est en voie de disparition au Canada, qu'on trouve dans la rivière des Mille-Îles et qui a cessé de se reproduire, entre autres en raison de la contamination liée aux pesticides. Donc, de voir le chevalier cuivré disparaître de grandes rivières du sud du Québec, ça peut être un indicateur qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans l'environnement et qui peut nous affecter. Pour contrer un peu la problématique de la perte des milieux humides, pour préserver les fonctions écologiques, on a différentes options. D'abord, de protéger les milieux humides existants et aussi d'en recréer. Donc, on a fait un projet à Laval, à la berge des Goélands. On a retiré 60 tonnes de béton armé qui soutenait un peu la bande riveraine. On a ancré dans la rive des mélèzes pour faire des structures qui permettent d'avoir une turbidité de l'eau, donc un mouvement d'eau, de l'oxygénation, qui offre des cachettes aux poissons, des zones de reproduction de frais. Comment ça fonctionne, c'est que selon le niveau d'eau, il y a différents paliers de l'aménagement qui vont être fonctionnels et utilisés. Et en même temps, d'avoir stabilisé avec ces techniques-là, on a revégétalisé. Donc, c'est devenu une rive là, naturelle avec un littoral végétalisé là, pour les espèces aquatiques. Au niveau des citoyens, il y a des solutions qu'on peut mettre en place relativement facilement pour permettre de maintenir des milieux humides sains, de qualité et éviter les enjeux et les problématiques de surverse. Par exemple, des récupérateurs d'eau de pluie, c'est une façon de réduire les volumes d'eau de pluie qui se ramassent dans le système qu'on est incapable de gérer dans les pics. Je pense que c'est vraiment important de garder en tête et de jamais oublier qu'il peut y avoir un lien entre notre évier, la toilette et la rivière des Mille-Îles. Et ce qu'on jette à la maison dans l'évier a une chance de se ramasser dans la rivière où on puise notre eau potable. Je m'appelle Louis Tremblay, je suis directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement à la Ville de Lorraine. Je suis un géographe de formation, j'ai une maîtrise en environnement en recherche. Puis je m'intéresse à toutes les questions environnementales, aussi larges soient-elles, ou aussi petites que l'aménagement d'un terrain. Alors, un corridor écologique, à la base, ça vient d'un constat qu'il y avait des grosses pertes de biodiversité, même si on avait conservé des îlots, des écosystèmes, des forêts. Parce qu'en fait, une espèce, elle a plusieurs besoins. Elle doit se reproduire, elle doit s'alimenter, elle doit s'abriter, se reposer. Elle a un cycle de vie. Ce cycle de vie-là n'est pas toujours au même endroit. Donc, on est venu au constat qu'il fallait plus que conserver des îlots de biodiversité, il fallait les interconnecter. Donc, un corridor écologique ou un corridor de biodiversité, on appelle ça aussi des fois des corridors forestiers. C'est une manière de connecter les environnements naturels pour que les espèces soient en mesure d'accomplir l'ensemble de leur cycle de vie. Un corridor écologique, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un parc, ça peut être une friche, ça peut être une forêt, ça peut être un milieu humide. Mais évidemment, selon les espèces dont on veut permettre la libre circulation, mais on peut avoir des obstacles infranchissables ou franchissables. Si on est une couleuvre, une tortue, ça peut être une route peut devenir un obstacle très dangereux ou infranchissable. Comme on fait ça à l'intérieur d'un environnement déjà construit, ben on peut avoir des connexions continues ou discontinues, ce qu'on appelle souvent des pas japonais, donc un ensemble de petits îlots qui sont près les uns des autres, puis qui permet au moins à certaines espèces de se déplacer dans leurs différents environnements. À la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, on a la trame verte et bleue qui a été mise en place. Donc ça, c'est vraiment un programme qui sert à financer l'achat de terrains pour leur conservation. Donc c'est un des principaux moyens ou un des moyens qu'on peut utiliser pour conserver des environnements. Puis ça, ben c'est les municipalités payent un tiers de la dépense, la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, paye un autre tiers, et le gouvernement québécois paye un autre tiers. Les municipalités, il y a plein de choses qu'elles pourraient faire pour favoriser la continuité écologique.
Donc, on peut penser, là, les réglementations anti-pesticides, vraiment, là, ça doit être élargi davantage. Malheureusement, le domaine de l'entretien paysager nous propose beaucoup de fausses solutions pour des problèmes qu'on n'a pas nécessairement. On nous vend beaucoup de produits qui sont très néfastes puis dont on pourrait se passer avec des bonnes pratiques culturelles. Nos terrains sont en déséquilibre. On doit juste rétablir un équilibre écologique. Puis il y a bien des choses qui vont se régler d'elles-mêmes par la suite. Évidemment, on est dans un contexte métropolitain où on est dans un environnement bâti où les milieux qui restent sont très discontinus, parfois éloignés. Donc là, tout à coup, les terrains, les propriétés des gens, les propriétés privées, les friches, ont un rôle à jouer dans cette connectivité-là parce que ce n'est pas que l'affaire des gouvernements ou des OBNL de connecter les environnements, les écosystèmes entre eux. Dans notre propre cours, on peut faire une différence. Puis si tout un quartier d'une ville a beaucoup d'arbres, a une grande diversité d'espèces locales, d'espèces vivaces, d'arbustes, d'espèces favorables aux pollinisateurs, tout à coup, le milieu urbain devient lui aussi un milieu d'accueil et un milieu de connectivité entre les écosystèmes. Le citoyen peut avoir un impact en adoptant des pratiques qui sont favorables à la biodiversité. On pourrait en citer quelques-unes. Premièrement, la santé des sols. C'est une des premières choses qui va permettre tout le reste en environnement. Un sol, si on lui redonne de la matière organique, si on fait du déchiquetage de notre pelouse plutôt que la ramasser, si on déchiquette nos feuilles au lieu de les ramasser, bref, si on permet un retour des nutriments dans le sol, bien là, tout à coup, il y a un écosystème qui va développer dans le sol de chacun. Le gazon, malheureusement, c'est pas une très grande biodiversité. Il faudrait permettre d'autres espèces qui permettrait d'accueillir là, toutes sortes d'invertébrés qui sont bénéfiques. Puis tout ça, évidemment, en éliminant les pesticides, en étant tolérant à différentes espèces qu'on connaît pas. Puis une des meilleures manières d'apprendre à les aimer, c'est de s'informer, c'est de lire sur le sujet. Les gens peuvent faire une grande différence dans l'aménagement de leur terrain, puis en adoptant des bonnes pratiques culturelles, sans pesticides, puis avec les moyens du bord, ça n'a pas besoin de coûter cher.